Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Bruno Turcotte, une personne qui est très impliquée ici au club de curling, en herbe de Clermont. Mais moi, tout d'abord, j'aimerais parler un peu de Bruno. C'est son enfance. Est-ce que tu viens de Clermont? C'était quoi tes jeux? Parce qu'avant de t'amener au curling, parle-nous un peu de Bruno, sa tendre enfance, là, et tes jeux, de quel endroit tu demeurais? OK. Bien évidemment, je suis originaire de Clermont. J'ai toujours demeuré à Clermont, sauf peut-être quelques années où j'ai étudié à Québec. Et j'ai également travaillé 3 ans à Québec également, là, dans le cadre de mon travail. Mais c'est un type de Clermont qui a été élevé. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes, puis notre passion, c'était le sport. L'hiver, c'était le hockey, le patinage. L'été, c'était la balle molle, le terrain de jeu. Tes parents, qui sont-ils? Mon père s'appelle Marcel Turcotte et ma mère, Marie-Maude Brassard. Mon père travaillait à l'usine, puis ma mère, à l'époque, elle restait à la maison. On était une famille de 5 enfants, donc il y avait amplement de travail pour une femme à la maison. Puis ton père, il travaillait de Nohou, peut-être? Il travaillait à l'usine, oui, de Nohou. Il était mécanicien de machine fixe, là, ici à l'usine. OK. Fait que puis tes amis d'enfance et l'école, comment ça s'est passé pour Bruno? Ah, ça s'est bien passé. On avait, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes. Tu sais, contrairement à aujourd'hui, là, il y avait beaucoup de jeunes. Okay. Puis il n'y avait pas beaucoup de sport. C'était beaucoup moins diversifié qu'aujourd'hui, là. Tu sais, à l'époque, l'hiver, si tu jouais pas au hockey, tu faisais pas grand sport. Il n'y avait pas d'aréna à l'époque. Il n'y avait pas d'aréna à l'époque. On commençait, je disais ça à quelqu'un justement la semaine dernière, quand on a commencé à jouer au hockey, on commençait à jouer vers la fin décembre, tant que la patinoire n'était pas gelée. Puis au début mars, c'était déjà la fin de la saison. Là. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent bénéficier de l'aréna du mois de... Ils commencent au mois d'août avec les écoles de hockey, puis ils vont jusqu'au mois d'avril à pratiquer leur sport. Oui, c'est un autre monde. C'était la patinoire qui était au terrain de jeu, qu'on appelle? Oui. On passait notre temps là. On faisait partie d'équipes de hockey. Puis quand il n'y avait pas de hockey, on allait lancer des rondelles sur le bord de la bande. On s'organisait des petits groupes, se faire des équipes, puis on jouait au hockey. Puis il y avait la balle molle aussi à cet endroit. L'été, il y avait la balle molle. Oui, ici à Clermont, il y avait quand même... un beau terrain bien situé en plein centre-ville, donc, puis il était facilement accessible. Toi, tu étais quelqu'un de très sportif? Oui, j'adorais faire du sport. On a toujours fait du sport. Mais tu adores, j'imagine, encore. Puis j'adore encore le sport. Je joue encore au curling 3 fois par semaine, à part des tournois qu'il peut avoir. Donc, j'ai toujours aimé faire du sport. OK. Donc, est-ce que tu as du succès? Est-ce que les gens, autrement dit, c'était des équipes locales? T'as-tu déjà pensé à faire du sport plus professionnel? Non. J'avais pas, je vous dirais, j'avais pas le talent pour ça. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas une vedette. Je jouais au hockey ici, tu sais, je sais pas, à l'époque des Voyageurs, je jouais avec les Voyageurs. OK. Les Voyageurs, ça, c'était l'équipe de hockey de Clermont? C'était l'équipe de hockey de Clermont. Il y avait une ligue intermédiaire qui comprenait des équipes là, de la Malbaie, Saint-Fidèle, Pointe-au-Pic, Baie-Saint-Paul. Puis à l'époque, il y avait une grosse rivalité. Tout le monde allait au hockey. Il y avait des foules parfois de 800 à 1000 personnes pour les matchs de hockey. Ah oui. Donc, toi, tu as connu l'arrivée de l'aréna? Oui, j'ai connu l'arrivée de l'aréna. Puis d'ailleurs, je faisais partie des Voyageurs. Puis ça a été le premier match à l'aréna. J'ai participé au premier match de hockey à l'aréna de Clermont. C'était une partie, je crois, c'était contre Baie-Saint-Paul. Okay. Puis c'est nous autres qui avions ouvert l'aréna le vendredi soir pour
partir tout ça. OK. Donc, très impliqué à l'époque. Donc, le club de curling existe à ce moment-là. C'est qui t'amène à t'impliquer et à jouer au curling? Vers quelle époque? Parce que j'imagine que le club existait déjà, mais c'était plus pour les adultes que pour les jeunes. Oui, y avait-tu des jeunes déjà à l'époque qui jouaient au curling? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Je vous dirais, à l'époque, les membres du club, c'était beaucoup, c'était des employés de l'usine, des cadres et d'autres. Il y avait beaucoup de professionnels aussi au début des années. Là, quand le club a été fondé en 1964. OK. Et je veux dire, moi, je pense que mes premiers essais que j'ai faits au curling, ils appelaient ça des tournois invitation. Okay. C'était des gens qui étaient membres, qui avaient droit d'inviter des personnes pour participer à des tournois. Et j'ai commencé là. Ça doit être autour des années 75-76. Okay. Puis, mais je suis rentré membre là en 79. Je terminais mes études à l'université en 79. Et à l'automne, je suis rentré membre, vraiment membre du club de curling et commencé à jouer là, régulièrement. OK. Et tes parents, est-ce qu'ils étaient membres du club de curling? Pardon? Tes parents? Non, mes parents n'étaient pas membres du club de curling. OK, c'est une passion qui te venait... Oui, bien, c'est des connaissances, là, des gens avec qui des fois qu'on jouait au hockey ou d'autres activités qui avaient commencé le curling, puis nous avaient... C'est qui t'a donné le goût. Oui, nous avaient familiarisé avec le sport. Avec des tournois invitation, comme tu dis. Là, donc, et là, on parle de l'ancienne glace, l'ancien club qui était situé à la Malbaie. Pas à la Malbaie. En fait, c'est ça. L'ancien club était situé près du barrage de l'usine. Okay. Je me souviens à l'époque, il y avait un terrain de tennis. Aussi, j'étais un joueur de tennis. J'ai joué longtemps au tennis. Oui, le tennis. Puis, il était très beau. Il y avait 2 terrains en terre battue. Puis c'était, comme tel, là, pour la surface en terre battue, c'était vraiment bien. Là. On avait un beau terrain. Il y avait un chalet. Donc, c'était vraiment bien. Et c'est ça, le club... le club était situé là, à 2 pas du club de tennis. C'est au bout de la rue Maisonneuve, là, avant d'arriver au barrage de l'usine. Oh, okay. Puis c'était l'usine de Nohou qui fournissait... À l'époque, c'était de Nohou, oui. Qui fournissait les terrains pour... à l'époque, je vous dirais, c'est l'usine qui a parti le club de curling, là, parce que il a été bâti sur les terrains de Nohou. Okay. L'électricité était fournie par la compagnie. Et quand il y avait un bris, que ce soit un bris mécanique, un bris électrique ou des besoins de menuiserie, c'était les employés de l'usine qui venaient faire les réparations. Donc, c'était facilitant pour partir le club. Là. Il y avait beaucoup d'avantages qu'on n'a plus aujourd'hui, là, à l'époque. Mais je crois aussi que les clubs de curling sont beaucoup rattachés aux compagnies de pâte et papier. Oui. C'est un sport qui est normalement pratiqué plus par les Anglais. Les anglophones, effectivement. À l'époque, il y avait comme un proverbe qui disait où il y a une usine de pâte et papier, il y a un club de curling. C'est vrai, là, allez voir au Lac-Saint-Jean, allez voir un peu partout. Quand il y avait dans la région de Trois-Rivières, sa Côte-Nord, quand il y avait une usine de papier, il y avait un club de curling. Et ça s'explique parce qu'à l'époque, souvent, les dirigeants et les cadres de l'usine étaient des anglophones. Okay. Et les anglophones, le curling part de l'Écosse. C'est un sport qui est bien connu par les anglophones. C'est pratiqué énormément en Ontario, dans les provinces de l'Ouest, dans les Maritimes. Okay. Et souvent, c'est ça, c'est les anglophones qui occupaient des postes de cadre à l'usine. Puis à un moment donné, eux autres, dans les usines, ils avaient besoin de se divertir. Et une des façons de le faire, c'était en jouant au curling. C'est pour ça que c'est plus des gens de l'usine et au tout début, on parle-tu surtout de cadres ou le simple employé? Il y avait des employés, mais c'était beaucoup les cadres, les employés, puis il y avait aussi, disons, je dirais,
les médecins dans la région, les avocats, les notaires. Ces gens-là, au début, là, c'était la clientèle. Même si tu n'étais pas de l'usine, si tu faisais partie de l'élite de l'établissement, si on peut dire, là, il y avait accès. Puis, moi, je me souviens, à l'époque, on en jasait beaucoup, puis il n'entrait pas membre qui voulait. Là. Il y avait un comité de ballotage formé de 3 personnes. Ces personnes-là, ils étaient inconnus de la part des membres. Là. Le président composait un comité de ballotage. Et quand quelqu'un appliquait pour devenir membre, il donnait son application, il y avait des formulaires à remplir. Tu n'étais pas accepté d'emblée. Tu n'étais pas accepté d'emblée parce que ces 3 personnes-là avaient droit de vie ou de mort sur le fait que tu sois membre ou pas. Parce que c'était un vote secret. Chacun des 3 membres avait une boule de couleur. Disons, comme exemple, si c'est noir, il n'était pas favorable. Puis si la boule était blanche, il était favorable. Il mettait ça dans une boîte. Et quand le président ouvrait la boîte, s'il y avait une boule noire, la personne ne pouvait pas rentrer membre. C'était sélectif. C'était sélectif, effectivement. Puis, toi, quand tu rentres comme membre, c'est-tu encore comme ça? Ou Oui, il fallait être accepté par le comité de sélection. Là. Il y avait un comité de ballotage qu'on appelait, le comité de sélection. Et c'est eux autres là, qui disaient oui, lui on l'accepte, lui on ne l'accepte pas. Puis il y avait différentes raisons, là. Je ne peux pas vous dire toutes les raisons, mais il y avait différentes raisons. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est garder le respect, le respect des règles, le respect de... Donc, quelqu'un qui était toujours qui avait des difficultés socialement, il y avait plus de difficultés. C'est ça, il fallait qu'il soit très sociable. C'est un club, justement, social aussi, plus qu'autant. Oui, c'était un club social et sportif. Puis moi, je vous dirais, ça s'est démocratisé là, dans le milieu des années 70, là, disons 75, à partir de cette année-là, où il y a plusieurs professeurs qui enseignaient à la polyvalente, qui sont entrés membres au club. Et là, ça a commencé tranquillement. On dirait que ça a comme eu un vent de changement, un vent de liberté, de démocratisation. Avec les années 60. Ça devenait de plus en plus accessible à monsieur tout le monde. À condition de passer au comité de ballotage. Mais toi, quand tu rentres membre, tu travailles à Denault ou non? Oui, à l'époque, non, je ne travaillais plus à la Denault. J'ai travaillé à la Denault de 70 à 75. Comme étudiant? Non, j'étais papetier. Je travaillais sur les machines de papier, mais je n'aimais pas l'horaire de faction, les chiffres de 4 à minuit, minuit à 8. Ça te rendait pas, c'était pas un emploi qui te rendait heureux? C'est ça. Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai pris la décision, j'ai quitté l'usine, je suis retourné au cégep. Après, je suis allé à l'université, puis j'ai terminé mes études en 1979. Tu as travaillé dans quel domaine? Moi, j'ai étudié en relations industrielles, puis en sortant de mes études, j'ai travaillé pour le Fédéral Développement des ressources humaines Canada. J'ai commencé par responsable d'un centre d'emploi pour étudiants. Après, disons, j'ai travaillé à l'assurance Toujours à chômage. la Malbaie ou dans à le la secteur Malbaie, de Clermont? Ouais, à la Malbaie. Le bureau était à la Malbaie, en face de l'hôpital. Et par la suite, en 98, il y a eu l'entente Canada-Québec sur la main-d'œuvre. À ce moment-là, j'ai passé au provincial pour Emploi Québec et je suis devenu directeur là, pour Emploi Québec des centres locaux d'emploi de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Donc, ça te permettait d'être facilement accepté, même si, à l'époque, comme tu disais, il fallait être... tu étais considéré comme l'établissement. Oui, il fallait montrer patte blanche à l'époque pour rentrer membre. Il y avait leurs règles, puis ça fonctionnait comme ça. Les gens l'acceptaient, puis... Puis là, si on parle un peu de toi, ta vie professionnelle, avant de tomber dans l'historique du club de Lerne. Tu as été maire. C'était quoi exactement tes occupations autres que le curling ici à la Malbaie? Comme je disais, je faisais beaucoup de sport. Que ce soit le hockey, autre sport en plus. Puis je jouais au tennis beaucoup. Puis, en 90, ça a été ma première expérience municipale. J'ai été conseiller municipal ici à Ville-de-Clermont, de 90 à 94.
En 95, j'ai été transféré à Québec. J'ai été travailler 3 ans à Québec et je suis revenu en 98. Et en 98, des gens m'ont approché et je me suis présenté à la mairie de Clermont. Donc, j'ai fait 2 mandats avant de quitter. Je trouvais que 2 mandats, c'était suffisant. OK. C'est quoi, as-tu des réalisations particulières que tu es fier dans la ville de Clermont? Le parcours des berges, je suis très fier de... On a fait ça en 2000, là, il y avait à l'époque un programme qui s'appelait Partenariat du millénaire, parce que c'était dans le cadre des programmes du millénaire de l'année 2000. Puis ça, c'était quelque chose que je suis bien fier. Puis encore aujourd'hui, je vais y marcher. Puis, tu sais, je pense qu'on ça rajoute beaucoup à Clermont. On a donné accès à la rivière là, aux gens de Clermont et des environs, parce que ça vient de partout pour marcher, pour venir flâner un peu. C'est une belle réalisation. À un moment donné, j'en ai parlé dernièrement, je prends une marche dans Charlevoix, j'arrive de retour au parc Les Berges, et je vois un arbre de Noël décoré. Hein? Quelle belle idée dans le parc, et avec des cartes. Fait que moi, vu que j'étais le président d'un organisme à but non lucratif à Lévis, dans le parc Valéo, les Réquesecars, j'ai pris mon idée de Clermont et on a mis Ah oui, mais nous, l'arbre de Noël devient l'arbre de la Saint-Valentin, décoré en conséquence par la suite. J'ai des bénévoles qui s'en occupent. Après ça, ça devient l'arbre de Pâques avec des... On recycle notre sapin, qui est un sapin pas vraiment artificiel, mais un sapin qu'on prend. Mais ce parc-là, merci si vous avez travaillé là-dessus. En fait, c'était toute l'équipe à l'époque. Ouais. Il y avait Mathias aussi qui était... Mathias, c'était avant. Mathias, il avait commencé avec... Il y avait un sentier, un sentier pédestre qui longeait les baies. Et c'est vraiment à partir de 2000 là, qu'on a commencé à l'aménagement. Puis ça reste aujourd'hui. L'été, il y a des spectacles, il y a toutes sortes d'activités. Donc, je pense que c'est vraiment un plus pour la ville. Il y a aussi une autre des réalisations qu'on a faites conjointement avec, à l'époque, c'était avec Pierre Girard, qui est directeur général de la MRC. C'est la construction du gymnase de l'école Laure Godreau. C'était quelque chose qui manquait vraiment là, à une école comme Clermont, et donc on a travaillé fort à la réalisation d'un gymnase, puis aujourd'hui, les jeunes peuvent en profiter pour... Et là, tu te tiens au courant, mais tu n'es plus vraiment impliqué au niveau municipal? Non, je suis plus impliqué, puis j'ai jamais voulu jouer à la belle-mère, comme on appelle. Je me suis retiré, puis je suivais ça de loin, puis, mais pas pour... Ta passion, tu la vis encore au curling. C'est ça. Là, depuis quand tu es à la retraite? Ça fait une dizaine d'années que je suis à la retraite. J'ai pris ma retraite, j'avais 60 ans. Ça fait que... une belle retraite, ça? Oui, puis fait que là, je me consacre à plein temps au sport. Au curling, un peu de patinage l'hiver, un peu de hockey pour le fun. Mais pas plus. Là. Je ne joue plus de hockey organisé, ce genre de choses-là. L'été, depuis que je suis à ma retraite, j'ai découvert le golf. Donc, je suis un mordu du golf. Je joue... membre de quel club? Club Murray-Bay, à la Malbaie, oui. C'est un beau club. Puis je pense qu'on est bien... Encore là, ça, c'est un club aussi qui, à l'époque, c'était l'élite. Oui, tout à fait. Est très démocratique. Effectivement, oui. Donc, on a fait une belle rencontre avec Bruno. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de ta réalisation? Puis, peut-être parler aussi. J'ai 3 filles, dont 2 jouent au curling. Puis, je pense que je leur ai transmis ce goût-là, puis ils jouent régulièrement. Je suis bien content. Des fois, on a des tournois. Comme exemple, le Challenge Casino. Je jouais avec mes filles. C'était une belle expérience. Oui. Donc, tu as une belle famille, tu es installé. Est-ce que tu dois être grand-père? Oui, grand-père de 4 petits-enfants. On en est très fiers, puis c'est des beaux moments quand on passe du temps ensemble. Est-ce que tes filles sont encore ici à Clermont ou est-ce qu'ils sont à l'extérieur? J'ai 2 de mes filles qui demeurent ici à Clermont, puis une à Baie-Saint-Paul. Fait que c'est à proximité, sont tout près. Ça fait que... OK. Oui.
Fait que c'est des membres du club. Des membres du club, oui. Ouais. C'est que dès qu'on pourrait finir un peu ce petit volet-là. Dans le deuxième volet, on va parler vraiment de l'histoire du club NERM, ce que tu peux nous en dire. Mais là, on a connu un peu plus Bruno. Puis merci pour toutes tes réalisations. On se voit dans la deuxième capsule. Merci. Je suis encore avec Bruno. Là, dans notre deuxième volet, on parle surtout de l'histoire du club NERM. Le club NERM, ça date de fondation. Qui a fondé le club NERM? Puis si on peut parler des personnes qui ont, les fondateurs, les gens qui sont impliqués dès le départ, on aimerait parler d'histoire. OK. C'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de vous aider le mieux possible. OK. Bon, OK. En fait, le club de curling NERM a été fondé en 1964. C'était 1964. C'était donc aujourd'hui, il y a 58 ans d'existence. C'est bon. Okay. Puis on s'apprête dans 2 ans à fêter les 60 ans. Pour moi, ils vont attendre à 75. Parce qu'on a fêté les 25 ans, on a fêté les 50 ans, et probablement que la prochaine grosse étape, ce sera les 75 ans. Okay. Ce sera d'autres qui le feront pour nous autres, j'imagine. Enfin, oui, comme je disais, sur les terrains de Denault, comme je l'expliquais tantôt, disons, la compagnie, à l'époque, fournissait l'électricité, fournissait la main-d'œuvre pour l'entretien et les réparations. Okay. Donc, c'était bien. C'est un club avec deux glaces. Okay. Puis, si je me souviens, le premier président, ça, on pourra regarder ça tantôt, le premier président, c'était M. Paul Morin, qui était le premier président du club de curling. Tantôt, on va être devant un mur des célébrités, puis on va parler de chacune de ces personnes. On pourra faire ça, oui, effectivement. Oui, ça va être quelque chose d'intéressant. Ça fait que c'est ça, le club de curling a évolué, c'est ça. Puis en 1983, c'était un incendie, ravageait, rasait le club au complet. Okay. Donc, ça a été un deuil, ça a été une perte pour les membres, parce qu'il y avait beaucoup de membres au club, puis les gens adoraient le curling pour le jeu. Ça s'est passé l'été, je crois. Au printemps 83, vers la fin du printemps, si je me souviens bien. Okay. Et par la suite, ça a été la phase reconstruction. Comme je disais, c'est un deuil pour les gens parce que les gens, c'est un lieu de rencontre, ils pratiquaient le sport, des activités sociales, toutes sortes de choses comme ça. Dès le départ, la reconstruction est-tu pas mal dans les cartons? Ou au départ, on se dit, on vient de perdre notre club parce que vous n'aviez pas le terrain encore, vous n'aviez pas encore... tu étais impliqué, toi? Non, je faisais partie du club de curling, mais je n'étais pas impliqué, je n'étais pas dans le conseil d'administration à cette époque-là. Okay. Mais, tu sais, on suivait ça de près, puis c'est sûr que tout le monde se questionnait parce que là, c'était pas question que l'usine reconstruise le club, là, tu sais, le club comme tel, on avait des assurants. Et là, il a fallu... dès ce moment-là aussi, il y a d'autres, c'est plus seulement que des employés, là. Non, c'est ça, c'était ouvert beaucoup à la population dans la région. Et à ce moment-là, il y a eu la mise sur pied d'un comité de reconstruction. Puis à l'époque, c'était Jean-Marc Tremblay qui était président du club. Donc, ils se sont impliqués beaucoup dans la construction. Il a fallu aller voir les divers paliers gouvernementaux pour obtenir des subventions, chose qui a été faite. Et ils ont réussi à aller de l'avant avec le projet. Puis aujourd'hui, on a le club qu'on a aujourd'hui. C'est sûr que ça a été un malheur, mais la question de l'incendie, mais ça a permis au club de se moderniser. On tombait avec un club de 3 glaces, des belles salles, des vestiaires hommes-femmes avec des douches, tout ce qu'il fallait. Je veux dire, où était au bout du jour, à la fine pointe, là, ça on peut dire. Donc, puis ça a amené
ça a amené un engouement aussi pour le sport. Là. On a eu plus de membres. On a même monté à un moment donné jusqu'à 400 membres qui jouaient au club. Donc, c'était pas tous des joueurs, mais beaucoup de gens rentraient pour le social, les activités qu'il y avait au club. Donc, OK, parce qu'il y a deux volets. Mais quand est-ce que le social, justement, arrive en plus du curling? Parce que si on revient, on est encore dans l'ancienne classe. C'est là que la démocratisation du curling se passe. Oui. Bien, en fait, quand on parle du social, là, c'était lors de l'organisation de tournois ou d'activités, là, je veux dire, où les gens s'impliquaient. D'ailleurs, je veux peut-être faire un petit clin d'œil sur ça, le bénévolat. Ouais, c'est incroyable, parce que, en fait, le club de curling, si ça avait pas été du bénévolat, là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça existerait encore. Là. C'est incroyable comment les gens s'impliquent. Puis même des fois, il y en a qui rentrent même quasiment pour faire du bénévolat. Là. Ils jouent même pas ils jouent pas au curling, mais ils adorent faire du bénévolat, puis c'est encore le cas aujourd'hui. C'est ça qui a toujours tenu le club, qui le tient présentement et qui va tenir dans les prochaines années. C'est vraiment là, quelque chose qui caractérise le club de curling. OK. Puis ça se passe dans quelles années, là? Ah, c'est tout au long des années. Là, ah oui, à l'époque, là, dans l'ancien club, c'était ça. Les tournois, je me souviens à l'époque, les tournois, parce qu'il y avait 2 glaces. Ouais, puis c'était populaire. Les tournois duraient 7 jours. Ça commençait le dimanche, ça finissait le dimanche. Même la nuit? Le dimanche suivant, ça jouait jour et nuit. Puis pour passer le temps, les gens jouaient aux cartes, ça jouait aux 500, ça jouait au... je ne me souviens plus du nom, là. Au bridge? Au bridge. Il y en a qui jouent au bridge, puis évidemment que ça jouait au poker aussi, là, à l'époque. Oui. Donc, il y en avait pour tous les goûts. Oui. Puis, donc, club social... Des gens sont intéressés. Je sais qu'on pouvait louer la salle aussi. Il y avait beaucoup de... Oui, il y a des locations de salles. Puis quand il y a des tournois, il y a toujours des Les teams sont toujours présentes à chaque année et je vous dirais toutes les équipes du Québec là, qui font un peu de compétition se rassemblent à Clermont là, au mois de novembre pour le Challenge Casino. On a eu des équipes de l'Écosse, on a eu des équipes de la Suisse, de la Suède, du Japon. Le Japon, c'était cette année, là. Oui, de la Chine. Oui, du Japon. Donc international. Oui, c'est un tournoi, là, parce qu'on fait partie de ce qu'ils appellent du World Curling Tour. C'était le circuit mondial de curling. Et les gens viennent parce qu'il y a des bourses, il y a des points à ramasser. Bien, ils participent au tournoi pour ramasser des points puis se coter le mieux possible là, au niveau du classement mondial. Donc, vous avez un très bon... Puis ça, c'est un peu grand, c'est plate à dire, l'incendie qui arrive, puis oups, un nouveau club, ça a dynamisé davantage, parce que... Mais y a-t-il d'autres clubs encore? Parce que là, tu me parlais qu'il y en avait au Lac-Saint-Jean. C'est quoi, de façon géographique, vos
clubs les plus proches et avec les clubs les plus vous près, avez- il y a deux clubs à Québec. Il y a le club Jacques-Cartier, puis le club Victoria. Ça, c'est les deux clubs les plus près. Il y en a un à Etchemin aussi, un autre à Port-Neuf. OK. Puis au Lac-Saint-Jean, là, je vous dirais, les moindres villes d'importance ont le club de curling, que ce soit La Baie, Chicoutimi, Jonquière, Alma, Dolbeau, Robertval. En tout cas, il y a des clubs, c'est bien populaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et sur la Côte-Nord, les gens viennent régulièrement nous voir, là, Bécomo, Sept-Îles, Port-Cartier. C'est tous des gens qui participent à d'une communauté un peu au Ouais. Québec. Puis les gens se connaissent, là, la communauté de curling, là, les gens se connaissent, puis ils se côtoient, puis ils sont contents de se revoir une année après l'autre là, au niveau des tournois. Les gens du curling de Clermont se ramassent aussi dans les autres tournois un peu partout? Bien, c'est un peu comme on n'a pas le choix. Si on ne va pas visiter des clubs extérieurs, ils ne viendront pas. C'est comme un échange de bons procédés. On va jouer à Kenogami, on va jouer à Québec, on va jouer sur la Côte-Nord. Fait que quand il y a des équipes qui y vont, bien, ça les encourage à venir participer à nos activités. Mais quand les gens de Charlevoix, ils vont de façon bénévole? Parce que est-ce que vous payez les frais? Est-ce que c'est non. Quand les gens y vont, ils payent de leur poche. Là. C'est les coûts, la location de chambre, le transport, l'inscription au tournoi. Les gens le font parce que ça leur fait plaisir. Puis ils aiment ça, là, aller participer à des activités à l'extérieur aussi. Donc, c'est très populaire ici, dans Charlevoix. Ah oui, c'est très populaire, oui. Là, présentement, comment vous avez de clubs? De membres, on doit être autour de 135, 140 membres. Ça fait quelques années là, qu'on tourne autour de ça. Puis c'est des membres. Ce qui est particulier, ça joue parce que le lundi, il y a 22 équipes là, dans la Ligue du lundi. On était habitué, on avait 16, 18 équipes. Cette année, on a 22 équipes. Le mardi, il y a une ligue un peu plus compétition. Le mercredi, c'est une ligue mixte. Donc, les équipes sont composées de deux gars, deux femmes pour participer. Et le jeudi, il y a ce qu'ils appellent le double mix. Puis le vendredi, bien, il y a toujours des activités 5 à 7 où, justement, le club s'ouvre au monde. Les gens, ils payent 10 piastres, je crois. Ils ont droit à une consommation, puis ils peuvent venir pratiquer le curling, là, parce que le club est ouvert, le bar est ouvert. Fait que c'est assez populaire comme activité. C'est-tu dispendieux, jouer au curling? Non, c'est pas dispendieux. Ça coûte combien être membre? Je vous dirais, un membre là, régulier, c'est autour de 390, je crois, que ça coûte pour jouer au curling. Mais quand tu rentres membre pour la première année, tu payes la moitié du prix parce qu'on on se dit, quand tu rentres membre la première année, il faut que tu t'achètes de l'équipement, une brosse, des souliers, donc c'est plus dispendieux. Parce qu'il y a des frais inhérents. Oui, il y a des frais inhérents. Faut que tu sois équipé en conséquence. Tu n'as pas le droit d'aller avec n'importe quel soulier. Oui, tu peux pas y aller avec n'importe quel soulier, là. Et puis c'est comme un autosport. Si tu as un bon équipement, ça aide. Si tu joues au golf, si tu joues au hockey, si tu joues n'importe quel sport, si tu as un bon équipement, ça aide. C'est pas ça qui va donner résultat entièrement, mais ça aide. Là. OK. Puis, j'aimerais ça peut-être... tantôt, on va faire deux interventions où ce que j'aimerais ça que tu nous démystifies un peu le curling. On ira sur la glace et on va aller aussi en bas à notre... tableau d'honneur, si on peut tableau d'honneur. Mais là, on va essayer de parler encore de notre... Oui, puis j'aimerais rajouter, au titre, tantôt on parlait de quand il y a eu la reconstruction, ça a relancé le club, mais il y a aussi, on a eu des opportunités qui ont aidé le club là, au cours des ans. Puis je pense, entre autres, là, en 1980, ça fait loin, là, on est encore dans l'ancien club. Il y avait eu un tournoi à l'Arena où il appelait ça le tournoi de l'ACPQ, l'Association des curleurs de la province de Québec. Il regroupait 84 équipes. C'était vraiment spécial, là. Donc, il y avait 84 équipes qui sont rassemblées ici pendant 4 jours pour participer à ce tournoi-là. OK. Ensuite, il y a eu un championnat provincial mixte qui a eu lieu ici au début des années 2000. Ça regroupait là, les meilleures équipes
mixte du Québec. OK. Puis ensuite, comme je le mentionnais tantôt, le Challenge Casino de Charlevoix, là, qui a débuté en 2000, ben ça, le casino ça a été un apport. C'est un bon commanditaire? Ah, le casino, c'était un excellent commanditaire. D'ailleurs, c'est une équipe du casino qui, à l'époque, on travaillait beaucoup à partir le Challenge Casino, des gars comme François Tremblay, qui était directeur, directeur général du casino, Christian Maziad, Colette Raté. Ces gens-là ont contribué à mettre en branle le Challenge Casino, qui a été par la suite repris par un comité organisateur. Et depuis ce temps-là, ben, je veux dire, c'est le plus important tournoi dans l'Est du Canada. Le curling, c'est une discipline olympique? Oui, c'est une discipline olympique. Les gens qui pratiquent ici, est-ce que vous êtes qualifiés? Et s'il pourrait y avoir un jour, si je donne un exemple, il y a les Jeux d'hiver arriveraient au Québec, est-ce qu'il pourrait y avoir des parties jouées ici? Habituellement, quand c'est des Jeux olympiques, c'est une ville qui reçoit les Jeux olympiques. Ils ont déjà parlé que c'était possible que Québec reçoive les Jeux olympiques. Mais, tu sais, puis d'autres, on avait de l'intérêt. Tu sais, peut-être qu'ils auraient pu tenir la compétition de curling ici dans la région, mais finalement, Québec n'a jamais obtenu les Jeux olympiques. Mais on est ouvert, je pense, le club est ouvert. Tu sais, à un moment donné, si on a l'opportunité d'organiser un championnat provincial, ça serait... L'avez-vous déjà organisé? Oui, il y en a eu un, comme je disais, au début des années 2000 avec le championnat provincial mixte. Tandis que pour les grosses compétitions nationales, pour le brailleur, là, c'est plus compliqué. Là. Ça prend des grosses installations, puis ils vont dans les villes où, tu sais, des fois, ils vont à Edmonton, là, à Edmonton ou Calgary. Ils passent 250 000 personnes dans la semaine, là. Tu sais, on peut pas faire ça. On peut pas faire à ça ce moment-là, 3 glaces, ça serait pour beaucoup. Oui, il faudrait que ce soit à l'Arena. Il faudrait que ce soit... Oui, parce qu'avec l'Arena, ça pourrait faire... y a-t-il des athlètes qui ont fait leur marque au niveau du curling qui ont commencé ici au club de curling Merle? C'est un peu embêtant. Il y en a qui ont, il y en a qui ont eu des bonnes carrières, mais je ne dirais pas au niveau provincial ou de ce niveau-là, parce que aujourd'hui, là, les gens qui font compétition là, au niveau provincial ou au niveau national, les équipes sont composées. Quelqu'un peut être... Tu peux avoir un joueur de cette île, un autre de Chicoutimi, puis un autre de la région de l'Outaouais, puis un de Montréal. Les meilleurs d'un peu partout. Ils vont chercher la crème un peu partout. Puis donc, c'est difficile pour un petit club comme nous autres de percer à ce niveau-là. OK. Ouais. Ici, c'est plus des gens qui viennent pour le plaisir que pour la compétition. Oui, mais à l'interne, il se fait de la compétition, puis les gens aiment ça, puis les gens aiment ça, avoir des bonnes équipes, puis c'est correct. Vos meilleurs joueurs de curling sans... actuellement, sans trop de problèmes. Des gens comme Bernard Rochu, c'est un des bons joueurs, André Simard Tremblay, et d'autres, là, je regarde là, Kelly Tremblay, c'est une jeune de la région qui va participer également au championnat provincial là, après les fêtes. Donc, tu sais, il y a des bons joueurs qui sont capables de faire de la compétition. Mais dans un petit club comme le nôtre, c'est plus difficile de percer sur la chaîne provinciale. Oui. La scène provinciale. Quel autre club on peut comparer le club de Clermont? C'est au niveau... à Québec, point de vue population, il y a beaucoup plus de monde. Les clubs à Québec sont plus gros, là. Comme au Jacques-Cartier, c'est des 4 glaces. Puis, tu sais, les clubs sont plus gros, il y a plus de monde. Puis... nous autres, je dirais, on se compare peut-être à des clubs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, en excluant peut-être les gros clubs comme Chicoutimi, là. Mais si on regarde des clubs comme Robertval, Dolbeau, Labbé, on se compare avantageusement à ces clubs-là. OK. Donc, je ne sais pas s'il y aurait-tu d'autres choses à dire. Moi, ce que je veux faire, comme je t'explique,
Là, on voit que les glaces se sont libérées. Ça serait le fun d'aller sur la glace. Oui, on peut aller voir ça. Puis tu nous expliques c'est quoi les règlements pour démystifier le curling. Le curling, oui, on fera ça. Il n'y a pas de problème. Puis y a-t-il d'autres choses qu'on peut dire maintenant sur le curling? Quoi qu'on a fait On a fait pas mal le tour. On va parler des fondateurs devant le tableau. Le tableau, ouais. pour qu'on puisse les voir. Fait que là, on s'en va sur la glace, mon ami, et tu m'expliques à moi... Bon, j'ai joué un peu, là, mais je sais pas. Tu vas me démystifier un peu ce qu'est le curling. Le curling. Merci, Bruno, de cette belle rencontre. On continue dans la prochaine capsule. OK. Je suis encore avec Bruno qui va essayer de démystifier ce qu'est le curling. Comment ça se joue, combien de joueurs et les emplacements sur la glace. Là, on voit des pierres. Peux-tu m'expliquer un peu comment ça se joue et c'est quoi les règlements? OK. Normalement, le curling, il se joue... c'est 2 équipes de 4 joueurs qui s'affrontent pour une durée, pour un nombre de... Généralement, en compétition, c'est 8 bouts. Okay. Quand on parle d'un bout, c'est qu'on va lancer les pierres ici à l'autre bout. L'ensemble des pierres, c'est 8 pierres par équipe. Donc, chaque joueur lance 2 pierres à tour de rôle. Donc, disons, une équipe qui a les pierres rouges va lancer le premier, va lancer la pierre. Il va essayer de mettre la pierre dans la maison. Ce qu'on appelle la maison, c'est le rond, là, que vous voyez ici, le rond vert. Là. Ça mesure 12 pieds. Puis les gens essayent de mettre, la pierre dans cette maison-là. Le plus près possible. Le plus près possible. Oui. Tu sais, en fait, quand le jeu se termine, c'est les pierres de même couleur, le plus près du centre, qui marquent les points. Donc, s'il y a 2 rouges qui sont près du centre, puis il y a une noire un petit peu plus loin, c'est 2 points pour les rouges. Mais c'est sûr, évidemment, le curling, c'est un jeu de stratégie. Donc, souvent, les premiers qui vont lancer des pierres, ils n'iront pas mettre la pierre directement dans la maison. Ils peuvent la mettre en avant, une garde de centre, la mettre sur le côté, une garde de coin, pour par la suite permettre aux autres joueurs de contourner ces pierres-là et d'aller se cacher pour se placer à la protection. Avec la protection des gardes qu'on a jouées. Des fois, l'équipe est de... C'est 4 personnes? C'est 4 personnes. C'est quoi le rôle de chacun des personnes? Quand on parle le skip, c'est qui exactement? Le skip, c'est le meneur de jeu. Le skip, il va lancer les 2 dernières pierres de l'équipe. C'est lui qui monte ce qu'on appelle, nous autres, monter le jeu, monter la maison. La stratégie. La stratégie. Il va déterminer la stratégie. Il veut que son joueur place la pierre à tel endroit pour essayer de déjouer l'équipe adverse. Donc, donc c'est lui, là, vraiment qui repose la stratégie de l'équipe. Le premier, généralement, c'est une personne qui va être capable de faire des gardes, de se placer devant la maison ou se placer sur les côtés de la maison. Le deuxième, il va aider à enlever les gardes. Puis c'est un joueur aussi, il va jouer placement assez souvent. Et le troisième, vraiment, il met la table pour le skip. Là, souvent, c'est des pierres plus difficiles. Il y a plus de pierres en jeu. Il faut contourner, il faut passer entre 2 pierres pour aller chercher la pierre qui marque. C'est un peu comme... on parle de stratégie. Quel autre jeu qui pourrait être comparé? Ça peut. Je ne suis pas un joueur de pétanque, mais ça peut ressembler un peu à la pétanque, là, parce que la pétanque, t'as une petite boule. Un cochonnet. Un cochonnet. Le principe du jeu, c'est de placer les boules de ton équipe le plus près du cochonnet pour marquer les points. C'est un peu ça. Puis c'est sûr, quand je joue au curling, il y a tout le phénomène du brossage, qu'on peut dire, ou du balayage. Ça sert? Ça, c'est parce que normalement, quand tu lances une pierre de curling, il faut que tu la lances, il faut que tu lui donnes une rotation vers l'extérieur. Et là, le nom curling, c'est parce qu'il y a une curve. C'est ça, oui. Ou une rotation à l'intérieur. OK. Parce qu'une pierre de curling, en principe, là, à moins qu'elle soit lancée là, très, 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 très fort
elle va curler, elle va courber. Fait qu'elle va courber du côté où tu as donné la twist, le tour. Et les brosses, eux autres, ils peuvent aider, quand les deux bons brosseurs vont aider, ils peuvent empêcher une pierre, de la façon qu'ils vont brosser, ils peuvent empêcher une pierre de trop curler, de moins curler. Corriger la trajectoire. Ils peuvent corriger la trajectoire un peu. Et des fois, une pierre qui manque un peu de pesanteur, qui a passé de vitesse, deux bons brosseurs peuvent faire facilement un 8-10 pieds de plus. Le phénomène, c'est la friction fait fondre un peu la glace? Ça réchauffe la glace, puis la pierre a tendance à suivre le couloir, puis elle glisse plus facilement. Tu pourrais-tu nous montrer comment on lance une pierre? Oh, il aurait fallu garder calé, parce que je suis pas chaussé pour ça. Là. OK, OK. Ouais, parce que ça prend un pied glisseur. OK. Puis, il aurait fallu le prévoir. Il aurait fallu le prévoir d'avance. Là. Je suis pas, j'ai des jeans, je suis pas, je suis pas habillé ni chaussé pour permettre ça. Ouais. On voit les pierres de couleur, il y en a combien de pierres? Il y a 8 pierres, 8 pierres par équipe. Donc, il y a 4 joueurs. Chaque joueur lance 2 pierres. OK. Puis je pourrais faire un petit clin d'œil aussi. Au début, quand on a commencé à jouer au curling, là, c'était pas des brosses qu'on avait, c'était des balais. Okay. Puis au tout début, c'était des balais en paille, des grands balais en paille là, qu'on servait de ça. Qui peut perdre... Puis ils perdaient le paille, fait que ça collait sur la glace, puis que ça arrivait à la longue que tu perdais des pierres parce qu'ils frappaient les brindilles de paille, puis ils perdaient leur trajectoire. Par la suite, ils ont commencé à développer des brosses qui étaient des brosses là, en microfibre? Non, pas en micro. Au début, c'était pas en microfibre. Là. C'était vraiment des brosses là, on n'en a pas ici. Là, en plastique? En plastique, mais c'était de la soie de porc, je pense. C'était en soie. Des poils. Là. Puis encore là, le défaut, c'est que ça perdait beaucoup de poils. Puis encore là, ça faisait dévier les pierres. Et aujourd'hui, là, vous voyez, tu vois un peu sur... Va nous chercher un balai peut-être pour nous le montrer. Moi, je vais rester sur place parce que ma batterie m'a lâché et je suis sur le courant. Mais la pierre aussi, tu vas nous parler de la pierre. C'est ça la brosse. Le nouveau... C'est-tu obligatoire maintenant? Non, c'est pas obligatoire. Tu peux prendre n'importe quelle brosse tu peux même jouer avec une brosse encore en poil. C'est ça. Mais c'est ça l'avantage qu'il y a. Ça, c'est un tissu synthétique. Puis, c'est propre, là, puis fait que ça donc, peut ça pas... protège la glace. Puis quand tu brosses, là, tu sais, la chose est amovible, si on peut dire. Physiquement, ça prend quand même une bonne forme physique pour brosser? Ça prend, je vous dirais, le curling, là, c'est un sport où les gens pensent que c'est facile, mais quand tu joues une game de curling puis que tu brosses presque toutes les pierres, là, de haut en bas, c'est très exigeant physiquement, parce que c'est vraiment un effort physique là, important. Puis c'est pas quand tu es penché pour brosser, c'est pas des mouvements que tu fais régulièrement ou naturellement. Fait que ça amène, c'est d'autres muscles, c'est d'autres choses. Y a-tu des blessures que tu peux te faire? Enfin, ça peut arriver. Il y en a qui peuvent développer des mal de dos. Mais c'est pas commun, de toute façon. Ouais, c'est des gens qui jouent pas le souvent. Ou des fois, tu sais, avec le temps, on peut développer, à cause de la glissade, quand on lance notre pierre, développer un mal de genou, ce genre de choses-là. Ça arrive souvent là, parmi les joueurs. Dans n'importe quel sport. Dans n'importe quel sport. Oui, OK. Fait que si on parle des pierres en tant que telles... Une pierre de curling, ça pèse 40 livres. OK. C'est homologué, là, si tu ne peux pas prendre n'importe quelle pierre sur le marché. Regarde, là, sont sales. Il y a de la saleté là, autour de cette pierre-là. Il faut toujours les nettoyer. Oh, il y a un petit problème de micro, mon ami. Il faudrait vérifier. De toute façon, tu rentres dans mon micro. Bon, on s'excuse. Replugue-les comme il faut. Regarde, il est déplugué un peu. Bon, parle un peu, mon ami. Oh. Parle un peu.
Un, deux. Ah, là, ça en va? tout cas. OK. OK, là. On coupera ce bout-là. OK. Non, on regarde ça tel quel, là, regarde. OK. On n'a pas de... Oui, je parlais des pierres. Ben, une pierre, ça pèse 40 livres. OK. C'est doit être quand je me suis penché tantôt. Ah, c'est pas grave. Puis, là, quand tu viens pour lancer, ben, c'est ça, tu t'installes dans ce qu'on appelle le tertre de départ, là, si on peut dire. c'est un tertre de départ. Oui, OK. c'est. Nous autres, familièrement, on appelle ça un hack. C'est anglais. OK. On appelle ça. Les termes, de toute façon, du curling sont beaucoup C'est très anglais. anglophone. Mais de plus en plus, les gens font attention. Ils développent un vocabulaire français. Et le fait qu'il y ait beaucoup de curling à la télévision, là, ben, ça a permis justement de corriger les anglicismes puis d'utiliser des termes français. Fait que c'est ça. Fait que chacune des équipes, chaque équipe a une couleur de pierre différente. Puis c'est ça. Le principe, c'est à la fin du bout, c'est d'obtenir les pierres le plus près du centre pour marquer des points. Qui détermine lequel qui commence? C'est tiré au sort, au hasard. Ça, OK. Ouais. Avec Une pièce de monnaie, souvent, pile ou face. OK. Ouais. Là, il ne pourra plus avoir de pièces de 5 cents bientôt. Oui, j'ai vu ça justement cette semaine. Non, en tout cas, c'est assez intéressant. Puis ça, c'est vos 3 glaces. Je vois que le casino, il doit être un commanditaire important. Vous avez un bout. Est-ce qu'on gagne de l'argent avec ce bout-là, là? Non, on gagne pas plus d'argent. Là où on gagne de l'argent, puis on la place chez Desjardins tout de suite à côté. OK, il y a Desjardins. Donc, les commanditaires du coin sont présents, oui, OK. Je vois des pancartes en l'air, là, c'est quoi ça? Ouais, ça, on appelait ça à l'époque le skin game. On ne le joue plus maintenant, mais ça s'est joué pendant plusieurs années. C'est un tournoi, là, c'est un tournoi de curling, mais sur une formule différente que les parties traditionnelles. OK. C'est pour ça que... C'est ça. OK, c'est que là, on est un peu prêt pour descendre au mur des célébrités. Pour conclure sur le curling, sur les règlements, puis tout ça, y a-tu des règlements? Là, tu m'as parlé d'équipements obligatoires. Oui. Mais c'est quoi les autres règlements? Bien, les règlements, c'est les règlements selon les règles du jeu établies par Curling Canada. Là. Ça, c'est les principaux règlements. Là. Une pierre, tu sais, parce que... Des fois, il faut les calculer, les pierres. Des fois, y a-tu des gens qui s'estinent, hein, la mienne est plus proche de la vôtre? Ah bien, on a des mesures pour ça. Là. Okay. Sur le mur, là-bas, il y a ce qu'on appelle des mesures qui permettent de regarder laquelle pierre est la plus près. Puis faut que Mais généralement, c'est un sport où les gens se respectent beaucoup, ils s'entendent entre eux autres, entre les équipes. Là, pour, c'est un sport de, je pense que c'est un sport de gentleman. Ils sont pas là pour se chicaner. Ils sont pas là pour se chicaner. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de... OK. Ouais, c'est un sport, là... sans contact. Sans contact, c'est ça. Et puis quand on parlait des règlements, ben, en fait, c'est les règles de jeu, là. Une pierre qui dépasse cette ligne-là et puis en jeu. Oui, c'est vrai, ça. Puis une pierre c'est quoi il faut que la pierre, autrement dit... Il faut qu'elle soit en jeu, là. Faut qu'elle dépasse cette ligne-là, là. OK. Quand tu lances à l'autre bout, là. Quand tu lances à l'autre bout, il faut qu'elle dépasse cette ligne-là. Donc, si les pierres sont toutes ici, sont toutes en jeu. Ça, c'est la maison, mais cette section-là, c'est comment on pourrait l'appeler? Wow, c'est la zone de garde. On peut l'appeler la zone de garde. Et dépasser le dépasser ça ici, ça ne touche plus à la ligne noire, à hors-jeu. Hors-jeu, OK. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est pour ça que les puis gens... dès qu'une pierre touche à la bande, elle n'est plus en jeu non plus. OK, il faut qu'elle soit dans... Qu'elle soit à l'intérieur. Les endroits où, comme à l'aréna, où il n'y a pas vraiment de bande, c'est une ligne... C'est une ligne, bien, c'est les joueurs, c'est ça, les joueurs la surveillent, puis ça touche à la ligne, automatiquement, ils retirent la pierre. Okay. Puis, comme je disais, c'est un sport de gentleman, puis les deux équipes, là, ils contribuent, là, parce que des fois, il peut y avoir plusieurs pierres dans la maison.
Puis il y a un lancer assez fort, fait que les pierres, là, il y en a une qui part là, il y en a une qui part là, une autre qui part là. Fait que c'est les deux équipes qui s'occupent là, de ne pas briser le jeu avec ces pierres-là. Là. Fait que, OK, puis une équipe ne nuit pas à une pierre tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas hors-jeu, dans le sens... il balaye, par exemple, la pierre de la personne inverse. Oui, l'équipe adverse, là, quand la pierre qui a été lancée, disons, par les rouges, l'équipe qui a les noirs, à partir du moment où la pierre dépasse la ligne noire, elle touche à la ligne noire, on peut brosser pour la faire sortir. OK. Ça, c'est de bonne guerre. Ça, c'est de bonne guerre, puis ça fait partie des règles du jeu. Okay. Mais en avant de cette ligne-là, l'équipe adverse n'a pas le droit de brosser la pierre. Les gens peuvent-tu venir essayer de jouer au curling? Y a-t-il des cours qui se donnent? Oui, le vendredi soir, il y a une activité, on appelle ça ici au club, les 5 à 7 du vendredi. Les gens peuvent venir, là, il y a un coût minime qui est chargé. Ils peuvent venir, puis il y a tout le temps des personnes sur place pour des gens qui ont jamais joué, là, qui vont leur expliquer un peu l'ABC du curling, leur montrer un peu comment glisser avec une pierre pour ne pas se faire mal, parce que des fois, on est sur une surface glacée, des fois, ça peut être glissant. Ça, il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre, puis, puis je vous dirais, c'est assez populaire, là, puis il se fait aussi beaucoup de locations, des fois des entreprises, un groupe d'employés, bon, disons, on va aller jouer au curling, fait qu'ils peuvent louer le club avec des surveillants pour venir essayer de pratiquer le curling. Okay. Puis la salle, bien sûr, la salle et le bar sont disponibles. Il y a des événements corporatifs, autrement dit privés, qui se fait ici au curling. Si on parle des étudiants de la polyvalente, est-ce qu'il y a encore des professeurs? Ça, disons, je vous dirais, depuis peut-être une dizaine d'années, là, c'est très populaire. À l'école secondaire du Plateau, il y a un programme d'études du sport qui comprend le golf, le curling puis le ski alpin. Donc, les jeunes, là, si on commence une année scolaire, ils vont jouer au golf là, jusqu'à peu près jusqu'à la fin octobre. Du mois d'octobre, aller à la fin décembre, ils viennent ici au curling. Et à partir du mois de janvier, par la suite, là, c'est le ski alpin et le golf. Ils finissent la saison en golf. Puis je vous dirais, là, des fois, c'est 4-5 jours par semaine, des après-midi, le matin. C'est des jeunes de la polyvalente de l'école secondaire du Plateau qui viennent pratiquer le curling avec... ils ont 2 enseignants, puis il y a des bénévoles du club aussi qui les aident. Puis il y a des bons groupes, là, c'est surprenant. Donc, le curling, ici à Clermont, il est rentable? Il est très rentable, puis je veux dire, ça anime, je vous dirais, ça fait créer beaucoup d'animation à la ville puis à la région, parce que Parce que vos membres viennent de partout dans la région. Oui, ils viennent de partout. Est-ce qu'en généralement de Clermont ou ben non, c'est quoi le pourcentage? Bien, je vous dirais, il y a plus de gens de Clermont parce que c'est plus près, c'est à proximité, là, c'est plus facile, mais on a beaucoup de membres là, de la Malbaie, d'un peu partout, Notre-Dame-des-Monts, il y en a de Saint-Hilarion, il y en a de Baie-Saint-Paul qui viennent jouer. Sur semaine... Il n'y en a jamais eu à Baie-Saint-Paul, le club de curling? Non, mais ils ont déjà, sur la glace de l'Arena, ils ont été plusieurs années avec des glaces de curling, les gens pouvaient jouer au curling là, à l'Arena. Lors d'événements spéciaux? Non, c'était là en permanence. Là. Ils organisaient ça, puis je pense qu'il y avait un soir par semaine où les gens pouvaient... En dehors du temps de hockey? En dehors du temps de hockey, où ils pouvaient jouer au curling à l'Arena. OK. Ça fait qu'on fait un beau petit tour, là. Puis, y a-t-il d'autres choses à dire? On a fait une bonne démystification. Bien, juste peut-être ajouter, en 2020, on a, disons, le club, là, avec l'aide de partenaires gouvernementaux, Desjardins, on a remis à neuf tout le système de réfrigération et de climatisation à l'intérieur du club ici. Là. Parce qu'il commençait à avoir de l'âge. Il y avait une quarantaine d'années. C'était, je pense que c'était une durée de vie normale de ce genre d'équipement-là. Et ça a été un projet de tout près de 700 000. Et bon,
disons, là, on a un système là, de compresseur. Puis en même temps, c'était aussi pour respecter les normes environnementales parce qu'on OK, il n'y a plus de fréon. Il n'y a plus de fréon. Fait que c'est un autre type de gaz maintenant qui est moins polluant pour l'environnement. Fait qu'on s'est conformé aux nouvelles normes Donc, vous êtes à la environnementales. fine pointe présentement. Oui, c'est ça qu'on peut dire. Oui. Ouais. Merci, Bruno. Ça fait plaisir. Là, on se rencontre devant le mur de nos célébrités. C'est ça, OK.